Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier journal de la saison et en ce premier jour de l'été, nous vous proposons à nouveau un beau voyage sur les rives méditerranéennes. Suivez-moi, nous glisserons sur l'eau à bord d'un Canadair pour suivre le travail des pilotes de la sécurité civile. Leur mission n'est pas sans danger, c'est ce que nous verrons dans un instant. Nous rejoindrons ensuite la petite île paradisiaque d'Elafonissos, c'est en Grèce. Le site aux plages d'eau turquoise est mis en vente par l'État pour tenter de renflouer ses caisses. Une fatalité, certainement pas pour les habitants qui se mobilisent, vous verrez. Enfin, nous visiterons le Colisée à Rome, un monument riche en histoire actuellement en pleine rénovation et il était temps. Avec la pollution, il se dégradait à vue d'œil. Reportage complet dans ce magazine. Mais avant de développer ces titres, rejoignons l'Espagne qui a marqué l'actualité du bassin méditerranéen mercredi avec une double fin de règne. Pour les footballeurs d'une part, les tenants du titre ont été éliminés de la Coupe du Monde au Brésil. Et pour le roi Juan Carlos d'autre part, qui a signé le même jour son abdication, vous le voyez. Son fils Felipe VI de Bourbon a proclamé le lendemain sa foi dans l'unité de l'Espagne face à la montée du séparatisme catalan. Le nouveau roi a également promis une monarchie intègre, faisant clairement allusion aux scandales qui ont touché la famille royale. On l'écoute. La couronne doit rechercher la proximité avec les citoyens, savoir gagner chaque jour leur respect et leur confiance, et par là œuvrer pour la dignité de l'institution, préserver son prestige et adopter une conduite intègre, honnête et transparente. Selon un récent sondage, 70% des Espagnols pensent que Felipe VI fera un bon roi. Alors qui est-il? Son portrait avec Stéphanie Pérez et Daniel Lévy. Felipe VI, un roi qui va devoir convaincre l'Espagne du XXIe siècle que sa monarchie a encore un sens. Convaincre que lui, prince né pour régner, est légitime. Il a 8 ans quand Juan Carlos est intronisé roi d'Espagne. Petit garçon blond qui comprend ce jour-là que même s'il apprend la géographie à l'école comme les autres, lui devra connaître son pays mieux que tout le monde. Felipe, quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. Dans la jeune Espagne démocratique, Felipe, devant les caméras, comprend aussi que l'unité affichée de sa famille doit symboliser celle de son pays. Premier discours à 9 ans. Son destin est tracé. À 18 ans, il prête serment sur la Constitution. Viva la Constitución! Viva el rey! Viva España! C'était un moment très important que j'essaie toujours de me rappeler pour être à la hauteur de mon serment. Formation militaire, études à l'étranger, il est élevé pour servir l'Espagne, dont il porte fièrement le drapeau aux Jeux Olympiques de Barcelone. Réservé, sans histoire, le roi Felipe est déjà très différent de son père. Il n'a pas cette désinvolture qu'a pu avoir parfois le roi Juan Carlos. C'est-à-dire qu'il ne compte pas uniquement sur son propre talent d'orateur, il travaille, il prépare. Et je crois que c'est un peu ce que les Espagnols d'aujourd'hui attendent. Pour convaincre que la monarchie peut être moderne, Felipe aura le soutien de son épouse Laetitia, petite fille de chauffeur de taxi, divorcée, ex-journaliste. Ils connaissent les défis qui les attendent. L'année dernière, à l'Opéra de Barcelone, ils ont été sifflés par des spectateurs partisans de l'indépendance de la Catalogne. Ensemble, malgré la crise et les scandales, Felipe et Laetitia devront convaincre que la couronne peut encore garantir l'unité du pays. L'Espagne qui attire les professionnels du tourisme et en particulier les entrepreneurs des Pyrénées-Orientales. La ligne de TGV entre Perpignan et Madrid offre en effet de réelles perspectives économiques. Des délégations françaises ont d'ailleurs fait le voyage pour mener une opération séduction dans la capitale espagnole. Marion Gadea, Marie Perrin. Madrid et son agglomération comptent plus de 6 millions d'habitants, soit 6 millions de touristes potentiels pour les Pyrénées-Orientales. Pour attirer cette population, entreprises, élus et professionnels du tourisme ont passé la frontière pour faire la promotion du département auprès de 40 médias espagnols visiblement intéressés.
Les Espagnols, comme tous les Européens, ont besoin de plusieurs choses pour les vacances. Tout d'abord en profiter, ensuite se reposer, et puis maintenant avec la crise dépenser le moins possible. Perpignan est l'endroit le plus proche de Madrid, et donc c'est plus économique d'aller à Perpignan que dans d'autres régions françaises. Il faut aujourd'hui 4 heures pour se rendre à Perpignan depuis Madrid grâce au TGV espagnol l'AVE, ce qui ouvre de belles perspectives. Je pense que ça va être très important pour la zone de Perpignan et pour les communications, pour pouvoir monter un week-end. Ça va être très important pour eux et pour nous, bien sûr. Cette proximité entre Madrid et Perpignan pourrait également profiter aux entrepreneurs et producteurs du Roussillon, bien décidés eux aussi à séduire leurs voisins espagnols. Certains ont d'ailleurs fait le déplacement à Madrid pour vanter leurs produits. On va les inciter à connaître le sud de France. On arrive avec ce qu'il faut, le veau, on apporte des cerises, on apporte le sirop de sapin, les vins. Et pour cela, ils se sont rendus au Financiero Genova où se réunit chaque mois le Gotha madrilène, un lieu incontournable pour les entrepreneurs. Il faut que nous soyons capables d'aller chercher les entreprises. Vous savez, elles ne viendront pas à nous. Et aller les chercher, c'est faire en sorte de les rencontrer chez eux. Parce que, vous voyez, dans cette soirée, des chefs d'entreprise peuvent trouver 2 heures pour venir. Ils ne trouveront pas 2 jours pour aller à Perpignan. Perpignan qui pourra mesurer dans quelques mois l'impact de cette visite à Madrid. Une visite certes professionnelle, mais qui a aussi été l'occasion pour certains de découvrir la ville. Revenons en France pour déguster un produit phare de l'été, le melon. Gorgé de soleil, il fait le bonheur des gourmets et vous allez le voir, des grands chefs qui n'hésitent pas à le cuisiner à toutes les sauces. La preuve à Cavaillon, au lieu du melon en France. Au pied du massif du Luberon, c'est une ville où l'été n'attend pas le 21 juin, mais le feu vert des champs et des premiers melons. Ça, voilà. Ici, la cueillette a commencé à toute vitesse. La propriétaire des lieux ne sait même plus où donner de la tête. Voilà, ça c'est le top. 40 ans passés dans cette exploitation et toujours le même instinct maternel pour ces melons. On est obligé de les soigner comme des petits parce qu'on les ouvre, on les ferme le soir pour pas qu'ils aient froid. Ah oui, c'est nos petits. Joël travaille aux côtés de son mari Jean-Pierre et son coup d'œil d'expert. Là c'est le melon là, le type qui est prêt quoi. Vous voyez, il y a la colorate là qui se détache légèrement. C'est un gage et puis le poids, hein. Il n'y a pas de l'air dedans. Hein. Pas d'air dans ces melons, mais du soleil, et ça se voit. Voilà la couleur. Il est orangé, il est bien ferme, la couleur du soleil, de la campagne. La terre argileuse de Cavaillon donne ce goût plus fort en bouche. C'est le top. Ce matin, les premiers melons de la saison ont fait une... Longtemps, l'économie de la ville a reposé sur ces melons. Du marché de Cavaillon au commerce parisien grâce au développement du chemin de fer. Aujourd'hui, le melon est un patrimoine protégé jusque dans les cuisines de ce restaurant étoilé. Bon les jeunes, on va préparer aujourd'hui une suprême de volaille, donc un petit rouleau de volaille des Dombes farci de melon confit. Oui, vous avez bien entendu, de la volaille au melon confit, accompagné de frites, de melon là aussi. Un menu entier dédié au trésor de Cavaillon. C'est un fruit et légumes qui est très agréable à travailler, donc on ne se gêne pas de chaque année de créer une nouvelle recette, mais à l'infini. 4 minutes de cuisson pour les frites, pendant que dans la poêle... Cette volaille, on va s'infuser tout doucement de ce goût de melon, qu'on a tout le sucre, donc ça va être la gourmandise totale. Et voici le résultat. À des années-lumière des melons, traditionnellement servis à l'apéritif. Se marier de cette manière-là avec une volaille à côté, c'est vraiment effectivement surprenant, mais le mariage est réellement célébré et excellent, quoi. Pendant ce temps-là, en cuisine, c'est bon le sucre. Préparation du dessert. Voilà, donc ici on est dans le jus des pépins de melon. Du melon caramélisé aux agrumes et à la vanille. Commencez la dégustation comme elle est. Parfait, excellent. À réitérer. C'est vrai ? À réitérer. Alors, vous êtes mes abonnés. Le melon de Cavaillon, passion débordante. Jusqu'à cette peinture, réalisée par le chef, avec devinez quoi, de la gelée de melon.
Fallait y penser. Non loin de là, dans l'Hérault à présent, les viticulteurs sont inquiets. Et pour cause, cette année, autour de Béziers, il a plu 2 fois moins que les années précédentes. Les moissons, elles, ont 3 semaines d'avance. En clair, l'été arrive à peine et pourtant, la sécheresse est déjà là. Véronique Gaglione, Alexandre Grenier, reportage. La moissonneuse a commencé à travailler ici avec 3 semaines d'avance. Et cette année, elle va vite. Les épis de blé sont plus courts, plus clairsemés. Yves Salel nous montre sa récolte. Il exploite 90 hectares de blé dur et cette moisson-là, il le sait, n'est pas bonne. Il y a simplement, il n'y a même pas la moitié des grains qui sont venus à maturité. Les autres ont fondu. C'est l'excès de chaleur. L'excès de chaleur et le manque d'eau. Moi, sur un épi, il y a 5-6 grains, pas plus. Ironie du ciel, il tombe quelques gouttes aujourd'hui. Mais sur l'année, dans la plaine de l'Hérault, il a plu 2 fois moins que d'habitude. Et forcément, les cultures non irriguées ont souffert. Sur cette parcelle, il y avait 6 tonnes à l'hectare l'an dernier. Et là, juste 1 tonne au fond de la benne. Les céréaliers n'avaient jamais vu ça. Moi, ça fait 15 ans que je fais des céréales, c'est la première fois. Après, d'après le collègue qui, lui, a 30 ou 35 ans, qui fait des céréales, c'est la première fois aussi. À quelques kilomètres de là, c'est la sœur d'Yves Salel, Hélène, qui exploite 16 hectares de vignes. C'est l'époque du palissage, les grappes de fruits ont 15 jours d'avance, mais les rangées ne font pas beaucoup d'ombre. Il faudrait avoir un feuillage qui arrive au niveau du piquet. Si ça ne pousse pas plus que ça, on risque d'avoir des blocages de maturité puisqu'il faut quand même un certain feuillage, une certaine hauteur de feuillage pour que le raisin puisse se développer et puisse mûrir correctement jusqu'à la récolte. Les vendanges ne sont pas encore en péril, mais les vignerons découvrent une situation inédite depuis 25 ans. On n'a pas eu de pluie significative à l'automne, cet hiver et au printemps. Alors c'est vrai que la vigne est une plante résistante, mais malgré ce, aujourd'hui on constate un phénomène de sécheresse comme si on était mi-juillet ou mi-août. Entre Montpellier et Narbonne, l'alerte sécheresse est au niveau 2 depuis le 27 mai. Ici, les ressources en eau ont atteint début juin les valeurs du plein été. Et justement, à l'approche de l'été, le dispositif de lutte contre les incendies de forêt est prêt. Les pilotes de Canadair peuvent décoller à tout moment. Un métier à haut risque qui demande des entraînements quotidiens. Nous avons suivi au plus près ces professionnels à Marignane dans les Bouches-du-Rhône et vous allez le voir, la sérénité et la concentration sont de rigueur. Canadair, une mission de tous les dangers. Marion Gadea, Frédéric Pupier. Le ciel est relativement dégagé, mais le vent souffle en rafale. Ce jour-là, la mission d'entraînement s'annonce délicate pour les pilotes de la base aérienne de Marignane. Alors, droit sélectionné, la pompe, le voyant qui a été éteint. Pour la mise en route, la sécurité à droite, c'est bon? Allez, c'est parti, 3, 2... Le Canadair 415 décolle. Il s'agit d'un exercice grandeur nature. L'hydravion et ses 12 tonnes effleurent les temps. En quelques secondes seulement, il écope 6000 litres d'eau. Cette manœuvre, les pilotes de la sécurité civile devront l'effectuer en cas d'incendie, nombreux dans le sud de la France durant la période estivale. Et là, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Les mêmes conditions dans les montagnes lors d'un feu, vous allez avoir la fumée, vous allez avoir le vent, les turbulences. Il va falloir trouver, comme sur l'eau, la trajectoire. La trajectoire, c'est le maître mot. D'où l'importance de ces missions d'entraînement. Même les pilotes les plus chevronnés doivent quotidiennement répéter leur plan de vol. C'est comme un athlète, il faut s'entretenir en permanence si on veut rester au top niveau. Et on perd de nos facilités, de nos réflexes si on ne fait pas pratiquement quotidiennement certains exercices. Des exercices qui s'effectuent dans les airs mais aussi au sol. Nous sommes ici à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Les pompiers sont sur le pied de guerre pour une simulation d'incendie. Des moyens terrestres et aériens sont mobilisés et travaillent en étroite collaboration. Tu as des obstacles sur ce feu qui se situe pour 3 km environ à l'ouest de l'aqueduc de Roquefavour. Il faut un contact au sol, tout simplement pour des raisons, d'objectif, puisqu'il faut que l'avion sache où il doit larguer, et bien sûr, deuxièmement, de sécurité, puisque les troupes qui sont au sol doivent être au courant qu'il y a un objectif aérien, doivent se mettre en sécurité, c'est-à-dire ne pas être dans l'axe de largage, parce que si malheureusement il devait y avoir un largage sur des personnels, ça pourrait causer des dégâts très importants.
Dans le sud de la France, où la sécheresse sévit déjà dans plusieurs régions, l'été s'annonce chaud pour les pilotes de la sécurité civile. Avec les 26 bombardiers d'eau de la flotte, ils sont d'ores et déjà en alerte permanente. Je vous propose maintenant d'ouvrir une page d'histoire assez méconnue. Au début du XXe siècle, une importante communauté grecque s'est installée au Salin de Giro, près d'Arles. Ils ont tout quitté pour œuvrer à la récolte du sel. Une aventure retracée dans un livre écrit à 4 mains par une mère et son fils. Reportage Marie Arnaudet, Jérémy Essas. Retour aux sources pour Annie, dans ce quartier de Salin. On l'appelle Kalymnos Salin, du nom d'une petite île de la mer Égée. Ses ancêtres y étaient pêcheurs d'éponges. Poussés par la misère et appâtés par les agences de recrutement, une cinquantaine de familles se sont exilées ici, entre 1914 et 1925. Alors ça, c'est mon ami Manolis Simiakos, c'est le dernier des Mohicans, le dernier à vivre dans la maison où il est né, dans ce quartier de casernement, qui était réservé aux Grecs et aux Arméniens. Ce livre, pour Annie, c'est une dette. Envers son père, mais surtout envers ces communautés d'immigrés, porteuses de la mémoire ouvrière de Salin. Ce qui lui tient surtout à cœur, c'est de restituer l'histoire réelle de ce coin de Camargue. Il ne faut pas oublier cette page émouvante de l'histoire industrielle, ces gens qui ont tout quitté, c'est toujours d'actualité, leur famille, leur sol, leur pays, pour venir ici offrir une vie meilleure aux leurs. Témoignages, photographies permettent de partager des parcours de vie, en Grèce, en voyage et avant tout dans le rude travail du sel. C'est une mémoire déjà. Et puis je vois des gens que j'ai beaucoup aimés qui vont vivre à travers ce livre pendant encore, qui sont plus là et qui vont continuer à vivre. Et les photos, un jour ça disparaît, et puis, mais par contre un livre il est là et je pense qu'il restera encore très longtemps. Et moi je suis fier de ce livre. L'entreprise où la plupart ont passé leur vie est toujours là, mais son activité se réduit peu à peu. Il ne reste plus que 40 salariés. La moitié sont d'origine grecque, comme s'ils étaient, plus que tous les autres, enracinés dans ce territoire. Alors justement, rejoignons la Grèce, un pays, vous le savez, enlisé dans la crise. Pour renflouer les caisses de l'État, le pays a mis en vente différents sites, parmi lesquels des lieux emblématiques, de vrais petits paradis à l'image de l'île d'Elafonissos. Sur place, les habitants sont catastrophés, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. En pleine nature, 2 plages dos à dos, bercées par la Méditerranée. Bienvenue à Elafonissos, petite île paisible au sud de la Grèce. La saison n'a pas encore commencé. Déjà 24 degrés dans l'eau turquoise. C'est waouh, c'est incroyable d'être ici. On a l'impression de nager dans une piscine. Cette nature, le bleu, les couleurs, on ressent de la sérénité ici. C'est un petit paradis. Une carte postale, désormais à vendre. Les Grecs l'ont appris sur Internet. Surendetté, l'État privatise à tout va. Aéroports régionaux, hippodromes, ports de plaisance. Pour le gouvernement, tout est bon pour rembourser la dette. Nous devons prendre des mesures qu'aucun ministre ne voudrait prendre. Nous faisons de notre mieux pour trouver les mesures les moins douloureuses. Mais à Elafonissos, la mesure ne passe pas. Pétition, banderole. Tiens le piquet bien droit. Depuis plusieurs semaines, ces habitants ne décolèrent pas. Ils demandent que leur plage reste publique. Mais pour qui se prennent-ils à vouloir vendre ça? Nous on a grandi ici et maintenant des promoteurs vont la racheter. Ce n'est pas possible. Sur l'annonce, pas de prix, mais 175 000 mètres carrés de terrain à saisir. L'État suggère aux investisseurs d'y construire des maisons de vacances, des hôtels. Pour cela, la loi littorale pourrait être modifiée. La zone préservée deviendrait constructible. Et c'est ce qui irrite le plus Stavros Deliyanis. Pour ce jeune scientifique, la vente des plages met en péril l'environnement. Regardez, sur ces dunes, il y a une forêt de cèdres. C'est une espèce très rare. S'ils font construire ici, tout ça sera détruit. La faune, la flore, selon lui, c'est désormais tout un écosystème qui est menacé.
Si la loi sur le littoral est modifiée, il y aura du béton partout. Plus de dunes, plus d'arbres, seulement du béton. Ce serait une catastrophe pour l'environnement. De l'autre côté de l'île, au port, c'est là que se concentrent pour l'instant les hôtels, les restaurants. Et personne ne veut que ça change. On veut que cette île reste authentique. On veut qu'elle reste intacte. Les touristes aiment venir ici pour le calme, la beauté des paysages, pas pour être avec plein de monde comme à Ibiza. L'État grec a promis d'écouter les revendications des habitants avant de modifier la loi qui protège le littoral. Mais ici, personne ne se fait plus guère d'illusions. Plus de 90 plages publiques ont déjà été mises en vente. Et la Grèce n'est pas une exception, je vous en parlais il y a quelques semaines. L'État italien aussi avait mis en vente l'île de Poveglia au large de Venise pour éponger son énorme dette. Le site avait été adjugé pour 513 000 € à un riche particulier. Je vous propose de revenir en France pour admirer la beauté du monde sous-marin. À Sanary, dans le Var, par exemple, des élèves de 6e ont la possibilité de participer à des baptêmes de plongée, non sans émotion. Écoutez. C'était incroyable, il y avait plein de poissons, des gros, c'était trop beau. J'ai vu un poulpe, enfin voilà, même il m'a accroché le doigt, c'était super joli. Enfin voilà quoi, il n'y a pas de mots, c'était magique on va dire. Magique justement, pour que les fonds marins le restent, des installations uniques sont mises en place au large de Monaco. Des récifs créés de toutes pièces sont implantés pour faire renaître la faune sous-marine naturellement. Audrey Richier, Raymond Chaplard nous en disent plus. En quelques années, ils ont fait de ce récif artificiel leur domaine. Sur ce qui n'était qu'un simple banc de sable, il a suffi d'implanter ces structures en béton pour qu'en 40 ans, des centaines de poissons méditerranéens ne viennent et forment ainsi une réserve naturelle protégée unique au monde, au pied des yachts et des tours de Monaco. Alors, depuis la création de la réserve du Larvoto, on peut considérer que la population en termes d'espèces est 10 fois plus importante qu'avant, justement parce qu'elle a pu être protégée, préservée et suivie régulièrement. Et pour continuer cette recolonisation, un nouveau récif est implanté tous les 7 ans. Une opération qui commence sur les digues du port. Ce cube d'1,3 tonne et de 5 mètres par 5 en ciment et en parpaing est immergé à 20 mètres de fond. Accompagné par des plongeurs et repérable grâce à cette bouée, il est ensuite tracté sur 1 kilomètre jusqu'à sa destination finale. L'essentiel de la réserve est composé de Posidonie, mais il y avait une partie qui était justement un beau banc de sable, c'est là-dessus qu'il va reposer. Donc la difficulté consiste à faire en sorte qu'il arrive bien à cet endroit-là. Cet ensemble va très vite être colonisé par les algues, le plancton, puis des herbes un peu plus importantes et aussitôt vont arriver des poissons qui vont trouver un nouvel habitat. Sur 33 hectares de réserve, se côtoient ainsi ces bancs de poissons noirs, les castagnols, les sarans, tigrés, mais aussi les nacres qui avaient entièrement disparu de la zone. On voit systématiquement des chapons, des murènes, des castagnols. En fait, la taille du récif génère le type d'espèces qui vont le coloniser. Alors on a vu des espèces revenir, notamment les mérous, puisque on les compte, enfin on les observe régulièrement. Nous avons une grande population de mérous juvéniles. Au total, la réserve compte 35 récifs comme celui-ci. Plusieurs types de récifs ont été pensés avec des formes différentes. Alors certains sans forme bien particulière, d'autres avec des formes amovibles pour que les scientifiques puissent les retirer du fond de l'eau et faire des études de leur colonisation. Et n'espérez pas approcher ce vivier géant. Ici, sarans et chapons sont tranquilles. La pêche et la plongée sont interdites dans la réserve. Oui, des précautions nécessaires, comme celle prise autour du célèbre Colisée à Rome. L'édifice, riche en histoire, qui abritait des combats de gladiateurs, a souffert notamment de la pollution automobile. Il est aujourd'hui en pleine rénovation, un chantier titanesque qui devrait durer 2 ans. Cet été, ses abords seront réservés exclusivement aux piétons. Il faut sauver le Colisée. C'est un reportage de Renaud Bernard et Pierre-Olivier Casabianca. Pour le construire, il a fallu 10 ans de labeur au 1er siècle de notre ère.
Et 2000 ans après, la tâche est toujours colossale. 23 étages d'échafaudage, une armure métallique et des moyens inédits. Les 25 millions d'euros de budget n'ont pas été de trop. Chaque pierre doit être radiographiée avec ce scanner. Ça envoie des radiations infrarouges, ça rebondit sur la pierre et comme ça, on mesure la solidité des matériaux. Pendant les travaux, hors de question de fermer les lieux au public. 5 millions de visiteurs payants par an, ça ne se néglige pas. Mais pendant ce temps, c'est quand même l'heure du grand détartrage. La crasse est éliminée. 22 000 mètres carrés de pierres historiques à nettoyer. Le gros œuvre est confié à ce pulvérisateur géant fabriqué sur mesure pour épouser la forme des arches. Une cure de jouvence efficace. La conservatrice des lieux est saisie par le résultat. Ici, c'est la démarcation entre la partie sale et la partie déjà nettoyée. Et on voit bien la différence, c'est-à-dire l'état de dégradation que provoque la pollution. Un siècle de pollution automobile a bien failli ruiner le monument. Il faut dire que fut un temps, on pouvait même se garer sous les arcades du Colisée. La leçon a été comprise à partir de fin juin et pour tout l'été, les abords de l'arène seront déclarés 100% piétons. Et puisque nous sommes à Rome, plongeons dans l'Italie des intrigues de la Renaissance où régnait Lucrèce Borgia, fille incestueuse de pape, femme de pouvoir, jouée sur scène par Guillaume Gallienne. Le comédien qui s'est fait connaître sur grand écran avec son film à succès Guillaume et les garçons à table interprète le rôle de cette femme de pouvoir aux mains tachées de sang. La pièce de Victor Hugo est cette fois-ci mise en scène par Denis Podalides qui s'est amusé à renverser les codes pour l'occasion. C'est surprenant. C'est Guillaume Gallienne qui incarne Lucrèce Borgia. Fille du pape Alexandre VI, empoisonneuse sans pitié dans l'Italie du XVIe siècle. Pour la première fois, Lucrèce voit son fils né de l'inceste avec son frère. Toute l'Italie me hait. Tu as raison. Il faut pourtant que tout cela change. Je n'étais pas né pour faire le mal. Je le sens à présent plus que jamais. C'est l'exemple de ma famille qui m'a entraîné. Elle voudrait être aimée de ce fils élevé dans le secret. Un baiser. Gennaro, son fils, est joué par la jeune Suliane Brahim. Le metteur en scène s'est joué du sexe de ses interprètes. Et moi, je ne suis qu'un soldat. Laissez-moi, Seigneur Gennaro. J'ai été obsédé par une idée qui ne m'a pas lâché du début à la fin, c'est de confier ce rôle, pas forcément à un homme, mais à Guillaume. Et pas du tout à cause de son film, qui, quand je lui ai proposé le rôle, je n'avais pas vu, qui n'était pas terminé. Dans Les garçons et Guillaume à table, son film autobiographique, le public a déjà vu Guillaume Gallienne jouer une femme, sa mère, en plus de son propre rôle. Là, c'est dans une tragédie. Le secret de ta naissance, mon enfant, je veux être la seule à le savoir. Je regarde jamais Suliane comme une femme dans Gennaro. Jamais. Ça ne me vient même pas à l'idée. Je ne vois rien de féminin. Je ne vois que la grâce en l'occurrence, de mon fils, fruit de l'inceste. Horreur! C'est Lucrèce elle-même qui doit donner le poison à son fils. Mon Gennaro, tu ne seras jamais rien de mon pauvre misérable cœur, sinon qu'il est plein de toi. L'amour maternel crucifié, sublime, sous la plume de Victor Hugo, on en oublie le genre des acteurs. Lucrèce Borgia, une pièce à voir jusqu'au 20 juillet à la Comédie Française, à Paris. On se quitte pour ce dernier numéro de la saison avec de très belles images projetées dans les anciennes carrières de calcaire des Baux-de-Provence. Les parois de ce site unique s'habillent de lumière tout l'été avec la projection d'œuvres représentant 100 ans de peinture viennoise. Un musée de l'illusion accessible à tous. Juste le temps pour moi de vous souhaiter un très bel été. Prochain embarquement sur les rives de la Méditerranée en septembre. À très bientôt.